On a la chance sur Apple Expo cette année d'avoir le créateur de Fusion, Régis, qui était dans les équipes ingénierie à Palo Alto et qui maintenant est basé en Suisse, voilà, à Lausanne. En fait, l'histoire de Fusion à VMware est une histoire assez intéressante. D'abord, VMware est un peu comme Google, dans le sens que les employés ont le droit de faire des projets, de passer un peu de temps sur des projets personnels. Moi, j'avais une histoire de développement open source, je venais du monde Linux, j'ai passé pas mal de temps à... C'est moi qui ai lancé le projet Videolan, en fait, quand j'étais à Centrale en 96. Et donc, j'avais envie de toucher un petit peu au Mac. J'avais jamais touché au Mac il y a encore jusqu'à 2 ans. Et puis, Apple est passé au processeur Intel. C'était vraiment une opportunité pour nous de rentrer sur ce marché. On avait un peu peur au début. On se demandait si ça allait décoller, s'il y avait vraiment un marché réel. Et donc, on a démarré un projet. J'ai démarré un projet en interne à VMware pour commencer à porter Workstation, notre produit Linux et Windows, sur le Mac. L'approche qu'on a eue, c'était de simplement déjà faire compiler le code. On a pris en fait la version GTK, hein, c'était une interface GTK de Workstation, et on a tout porté. On a utilisé en fait Darwin Ports, donc les librairies GTK compilées pour le Mac. Puis on a commencé à compiler le produit, enfin j'ai au début. Qu'est-ce qu'il y a eu au niveau développement qui était difficile au début? Ça tournait déjà au début Alors ça a pris où il fallait discuter un peu avec Apple pour avoir... Non, ça a pris 3 mois à peu près. Ça a tourné assez rapidement. Là où on a eu un peu de difficulté, c'était au niveau utilisation, vraiment acquisition des pages de mémoire sur macOS. Les façons officielles de le faire, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais sont assez lourdes. Les API, les fonctions n'étaient pas toujours là. On en a discuté avec Apple, on a filé pas mal de bugs avec Apple. On a, je crois, depuis qu'on a créé Fusion, je crois qu'on a été à une centaine de bugs. Apple est une grosse boîte, des centaines de bugs à bugs d'Apple, on le précise. On a trouvé pas mal de bugs dans leurs couches USB par exemple, parce qu'en réalité la virtualisation d'USB, pour nous on récupère des frames USB, des trames USB du guest, hein, des machines virtuelles qui sont émises par les drivers Windows, les pilotes Windows, et puis on les envoie dans les couches, dans la stack USB d'Apple. Et on a donc pris ces trames, elles prennent des chemins qui ne sont pas toujours les chemins qui ont été prévus par Apple, parce qu'eux ont des drivers différents, et donc il y a des petites différences comme ça. On a trouvé pas mal de bugs dans leur pile USB. Ils les résolvent. Hein. Apple on n'a pas vraiment une relation spécifique avec Apple. On parle de temps en temps avec leurs ingénieurs, on se met d'accord sur certains trucs, mais globalement, on n'a pas de relation privilégiée de développement avec Apple. Ce qu'on a fait, on l'a fait vraiment en tant que créateur, éditeur de logiciels tierces. Ils sont par contre très... ils répondent assez rapidement à nos bugs, les bugs VMware. Pour 2 raisons, je pense. D'abord parce qu'on est devenu une application relativement importante pour eux, qui les aide à vendre du Mac dans l'entreprise. Et la deuxième raison, c'est parce que je pense, sans nous vanter, nos bugs sont d'assez haute qualité. Comme on a quand même de bons ingénieurs à VMware, quand on met un bug avec Apple, c'est vraiment que c'est un problème pour nous, et c'est un vrai bug. Et puis on fait attention à leur donner des bugs de qualité avec une manière de reproduire, un petit programme pour reproduire le problème, etc. Donc ils ont pas beaucoup d'excuses pour ne pas regarder le bug, quoi. C'est continu là. Par exemple, dans la 10.5.5 qui vient de sortir, hein, la dernière version de Léopard, ils ont fixé un bug qu'on avait un problème avec les unbuffered I/O, donc pour les machines bootcamp, les machines virtuelles bootcamp, des choses comme ça. Ouais. On peut parler un peu de la spécificité du Mac. C'est vrai que les gens attendent une interface, attendent quelque chose. Tout à fait. Donc ça reprend à votre question précédente, comment le développement a... Donc une fois qu'on avait cette version GTK, on a dit bon ok, maintenant on a un POC, hein, une preuve, un concept. Il va falloir maintenant mettre une vraie interface. Parce que c'est bien avoir Workstation, Workstation sur le Mac, mais GTK personne ne connaît, ça n'a pas l'air beau. C'est même moche, on peut le dire. Bon, c'est bien sur Linux, mais ça allait pas sur le Mac. C'était pas, ça faisait vraiment tâche. Puis les menus qui étaient dans chaque fenêtre, ça allait pas, c'était pas Mac.
Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend une approche multiplateforme, ce qu'a fait notre concurrent, et on utilise Qt, ou est-ce qu'on prend les dernières versions de GTK sont bien plus Mac, hein, elles s'accordent bien plus. Parallèle et en Qt? Oui. Okay. Mais on a dit non, ça va pas marcher. Les utilisateurs Mac veulent la raison pour laquelle ils achètent un Mac, c'est pour avoir le look and feel Mac. Hein, c'est la raison pour laquelle ils n'aiment pas faire tourner leurs applications Java, c'est pas joli. Bon. Il faut pas se contenter d'un dénominateur commun. Il faut avoir, quand on veut faire du glisser-déplacer, il faut que ça marche parfaitement. Tant pis, on va interface. Qui impose beaucoup de code from scratch. Alors, il va vraiment réécrire ce code, tout réécrire. Ce qui fait que principalement, je pense, c'est ce qui a causé le fait qu'on est arrivé deuxième sur le marché Mac en réalité. Est-ce que vous êtes parti à peu près, vous êtes parti à peu près au même moment? Je pense qu'on est parti un petit peu en retard. On est une plus grosse boîte, on est moins agile. C'est vrai, hein, je crois que c'est un fait. Et la cellule de développement Mac, c'était beaucoup de gens alors, au début? Bon, je peux pas trop en parler. Au début, c'était juste secret. Top secret. Mais elle a grossi depuis. Mais on a quand même des ressources relativement limitées. Je veux dire, c'est pas un produit qui ramène le plus d'argent à VMware, loin de là. C'est un produit qu'on fait pour faire plaisir à nos utilisateurs. Et donc, on n'a pas beaucoup de ressources à y consacrer. On a une petite équipe. Donc ça marche bien au final, puisqu'on voit des produits quand même qui sont assez aboutis. On est assez content de la version 2. La version 1, on l'a sortie assez rapidement. C'est une version 1, avec tous les défauts communs d'une version 1. La version 2 est une version où déjà on est à jour au niveau fonctionnalité, même en avance, je dirais, sur notre compétition, sur notre concurrence, pardon. Et puis on est content, on a pu peaufiner certaines choses. Il y a des petits détails pas très connus, mais des petites astuces. Par exemple, quand vous regardez la librairie des machines virtuelles, vous pouvez prendre un screenshot, prendre une copie d'écran d'une machine virtuelle, rien qu'en faisant un glisser-déplacer de la copie d'écran que vous voyez dans la librairie, vous la déplacez sur le bureau et vous obtenez un point PNG directement. Il y a des petits trucs sympas, un peu cachés, un peu astuces. D'accord, donc si on fouille un peu, on arrive à trouver des trucs sympas. Tout à fait. Ouais. Alors toi qui es développeur, on peut parler un petit peu de code, de profondeur du système. Tout le logiciel est en Cocoa, même le cœur? Non, il y a une grande partie, tout ce qui est le moteur de la machine virtuelle, ce qui correspond dans Fusion au processus qui s'appelle VMware-VMX. Qu'on trouve dans le terminal pour ceux qui connaissent. Ça, c'est le moteur de la machine virtuelle. C'est ce qui fait vraiment virtualiser la machine. L'interface, c'est juste le process qui s'appelle VMware. C'est celui qui démarre quand vous cliquez sur l'icône de Fusion dans le dock. L'interface, elle, est en Coco. Cocoa, on dit, je crois, en français. Cocoa. C'est en fait donc c'est de l'objectif C, donc les couches Coco, objectif C, donc attaquer en objectif C, les couches supérieures, et puis ensuite on a un petite couche d'adaptation objectif C écrite en objectif C++ qui nous permet de taper dans les librairies communes d'interface utilisateur de VMware qui sont communes à Windows, à Linux et à. Ce qui est très pratique pour vous, ça vous évite de tout recoder. Ça nous évite de réécrire entièrement l'interface. En fait, si vous voulez, pour parler en termes Cocoa, il y a donc Model View Controller. On essaye de ne réécrire que la vue, que la view là-dedans. Mais même ça prend du temps. Hein. Aujourd'hui, on estime que réécrire une interface entière de Workstation à partir de zéro, ça prendrait 1 an. Pour une petite équipe. Il y a quand même beaucoup de travail. Et là, effectivement, vous voyez, Fusion, dans la version 2, c'est à peu près une version par année en termes de développement. Et là, elle devient à peu près complète, l'interface utilisateur. Ça nous a pris du temps, oui, de l'écrire. Mais on n'a pas fini, on a encore plein d'idées. C'est qu'un début. Est-ce qu'on peut parler un peu de perf? Parce que c'est vrai qu'au début, on voyait des petits comparatifs avec Parallèle, etc. Donc, est-ce que vous faites des benches un peu? Bien sûr, on est très attentif à ça. D'abord, on fait des comparaisons avec tous nos concurrents, hein, que ce soit les concurrents Parallèle. Non, alors on voit. Non, il y a des nouveaux un petit peu. On voit apparaître VirtualBox, par exemple. Sun. Bon, il faut en parler. Hein, faut être clair là-dessus. Je veux dire, nos utilisateurs sont pas des idiots, ils savent faire de la recherche comme tout le monde. Donc, bien sûr, en interne, on fait tourner ces produits-là, nous. Et on regarde comment on se situe. Dans la presse, on a vu que c'était assez favorable en général à votre produit. Alors bon, il faut savoir qu'on a 10 ans d'expérience dans le monde de la virtualisation. Hein. Ça fait 10 ans qu'on peaufine notre hyperviseur, ça se dit comme ça en français. Et donc on a, c'est vrai, une bonne expérience à VMware de ce qu'est la performance. D'ailleurs, au sein de VMware, on a créé le benchmark de référence pour les machines virtuelles qui s'appelle VMmark, qui a été adopté par le reste
du monde des serveurs. Quand HP sort un nouveau serveur LAM, il fait tourner VMmark dessus et dit voilà, j'ai à nouveau le record sur ce serveur LAM. Les gens aujourd'hui n'utilisent plus, comme dans les bases de données, on avait des PCC, des benchmarks pour évaluer les serveurs. C'est la même chose aujourd'hui dans la virtualisation. Donc on a une certaine expérience. VMmark, je sais pas. Bon, je crois que c'est plutôt du côté ESX, hein, c'est gros serveur. Peut-être. Mais bon, l'idée est qu'on a une expérience de benchmarking, on a une expérience de performance et évidemment on l'utilise. On a ces gens-là. On a des groupes de performance dédiés qui font que ça toute la journée. Notre gros avantage, je dirais, sur la concurrence, c'est le multiprocesseur. C'est le fait que nos machines virtuelles aient accès à plusieurs processeurs virtuels, donc peuvent accéder à plusieurs corps. On a un Mac Pro à 8 cœurs aujourd'hui, c'est pris en charge? Un Mac Pro à 8 cœurs, d'abord, il est pris en charge au niveau haute, au niveau physique. Dans les machines virtuelles aujourd'hui, dans Fusion 2, on supporte au maximum 4 cœurs dans une machine virtuelle. C'est très important pour les applications qui consomment beaucoup de CPU. CNET, un organisme donc indépendant de VMware et de Parallels, a fait une étude il y a un an comparant notre version précédente de Fusion, la version 1, avec la version actuelle de Parallels, la version 3. Ils ont vérifié que l'encodage de vidéo, par exemple, sous Windows, était 3 fois plus rapide dans Fusion. J'invente pas ces chiffres, hein, ils sont publics, vous pouvez aller les chercher sur le web. Et que l'application de filtre dans Photoshop sur des photos, par exemple, était 2 fois plus rapide dans Fusion. Ça, c'est principalement parce qu'on supporte plusieurs processeurs virtuels. D'un autre côté aussi, on supporte des systèmes d'exploitation 64 bits dans les machines virtuelles, ce que ne fait pas notre concurrence non plus. Et ça nous aide à gagner aussi de la performance, parce que les processeurs dans les Mac, ils sont 64 bits, il faut l'utiliser, il ne faut pas les laisser dormir, hein. Ces petites cellules de silicium, là, il faut les utiliser, hein. D'autres raisons où on gagne en performance, on a des technologies qu'on avait développées dans nos produits serveurs, notamment partage de mémoire. Partage de mémoire, c'est si vous faites par exemple tourner deux instances, deux machines virtuelles Windows, il y a plein de pages qui sont communes dans ces machines virtuelles. Toutes les pages du système, les pages des librairies sont communes. Et nous, on a un thread base priorité qui va aller scanner la mémoire utilisée par toutes nos machines virtuelles, comparer les pages, et quand on trouve des pages identiques, on les alias au niveau physique. Donc on réduit, au début on commence avec, je sais pas, chaque machine virtuelle utilise 512 MB de mémoire physique sur la machine physique, et puis au cours de l'utilisation de ces machines virtuelles, notre thread qui détermine les pages identiques fait son boulot, et la mémoire physique utilisée par ces deux machines virtuelles réduit. Vous n'avez pas trouvé de page identique entre Mac et Windows? En fait, si, il y en a toujours. D'abord, il y a la page 0, celle qui contient que des zéros, qui est très utile dans les OS. Et puis, les librairies, vous seriez surprise. Là, vous prenez une librairie SSL qui a été compilée pour Mac et pour Windows, il y a des pages qui sont identiques, soit des pages de données, des pages de table, de conversion, des choses comme ça. Il y a des choses identiques, étonnamment. Pour vous donner une idée de la puissance de cette technologie, aujourd'hui dans nos produits serveurs, je parle VMware ESX Server par exemple, on arrive à faire ce qu'on appelle du overcommit, c'est-à-dire donner plus de mémoire aux machines virtuelles qu'il y a de mémoire physique dans la machine physique, avec un taux de 2 pour 1. C'est-à-dire qu'on arrive à faire tourner des machines virtuelles qui normalement demanderaient, si on n'utilisait pas cette optimisation, 2 fois plus de mémoire physique. Donc c'est quand même une utilisation importante. Alors moi je voulais revenir un peu sur on parlait des serveurs justement, donc on sent que petit à petit il y a un petit besoin qui se fait sentir. Aujourd'hui faire du parallélisme sur un serveur, ça présente un intérêt sur Mac? Donc la licence d'Apple, la licence d'utilisation de macOS 10 Léopard serveur, aujourd'hui permet de la virtualisation, d'accord ? Sur la condition, il y a 2 conditions. 1, c'est que la licence soit payée pour ce serveur. Et 2, c'est que la machine sur laquelle tout ça s'exécute soit une machine Apple. Voilà. D'accord ? C'est les 2 conditions. Donc, effectivement, aujourd'hui, dans Fusion, la version 2, on peut faire tourner macOS 10 Server, version 10.5 et plus, en toute, pas légalité, c'est même pas une histoire de légalité, mais en toute âme et conscience, et en compliance, en étant en conformance avec la licence. Donc en fait pour l'instant c'était un petit bonus un peu, où vous avez quand même beaucoup travaillé dessus, j'imagine. On a beaucoup travaillé dessus. Encore une fois, on a une petite équipe, donc c'est difficile. On a aujourd'hui, je trouve, quelque chose de pas mal. On supporte dans macOS, je ne sais pas si vous avez essayé, on supporte dans macOS Server, on supporte le retaillage d'écran, que vous soyez logué ou non, donc on peut rentrer en plein écran, c'est-à-dire on peut changer la résolution de la machine virtuelle au vol, en fonction de la taille de la machine, de la fenêtre qu'on donne.
On a ça, qu'il y ait plusieurs utilisateurs qui soient logués ou pas. On a les dossiers partagés qui fonctionnent. On a le copier-coller de texte qui fonctionne. Donc on a déjà fait un travail relativement sérieux. On a tous les périphériques qui fonctionnent, USB, SCSI, on a Ethernet, le 1000, du gigabit. On peut même faire du débugage de driver dans le guest avec un debugger, avec le remote debugger, le Apple KGB, le kernel debugger. Je veux dire, on a un support qui est assez complet aujourd'hui. Ce qui manque, puisque vous me posez la question, oui, on peut toujours faire mieux. Il nous manque aujourd'hui le support Unity, par exemple. Mais on ne peut pas tout faire en même temps. Ça va venir donc. Peut-être. Et alors, vous avez un retour un peu des entreprises, que des entreprises qui sont sous Xserve, alors, ça commence, mais c'est quand même pas non plus un très grand marché. Aujourd'hui, le Mac est la seule machine qui permet de faire tourner en même temps les 3 OS majeurs, Windows, macOS et Linux. Donc c'est une machine qui devient extrêmement alléchante et pour le particulier et pour les entreprises. Moi, je vous ai dit, j'avais pas touché un Mac 2 ans auparavant. Quand j'ai commencé Fusion, c'était ma première expérience avec le Mac. Je suis revenu des États-Unis il n'y a pas longtemps, j'ai acheté 2 MacBook Pro, un pour moi et un pour ma femme. C'est-à-dire que maintenant, je suis conquis. On a 2 iPhones, on a notre abonnement MobileMe, tout va bien, quoi. Même VMware, les gens sont en train de passer en masse. Dès qu'on a eu l'autorisation d'acheter des iPhones à la place des BlackBerry, les gens commençaient à utiliser ça. Moi, je pense, ma vision de ce qui se passe en ce moment, c'est que le Mac va rentrer très très fort dans l'entreprise. Alors bien sûr, on regarde tout ça de très près. Oui, parce que pour l'instant, ça stagne un petit peu. Les ventes de Xserve, c'est pas voilà. folichon, ça va, quoi. Mais voilà. Bon, je pense que effectivement, si on avait un produit serveur sur Xserve, qui marchait sur Xserve, la possibilité de faire tourner macOS dedans serait un gros plus et boosterait la vente d'Xserve chez Apple, de la même manière que je pense qu'on participe à booster les ventes d'iMac dans les entreprises aujourd'hui, de par la virtualisation et la facilité d'utilisation des applications Windows et la sécurité qu'on rajoute aussi dans la version 2 de Fusion. Donc, je pense que tout le monde y gagne. Apple gagnerait en vendant plus d'Xserve et VMware gagne à être connu et avoir une plateforme de plus supportée dans le monde Mac, Xserve. Maintenant, alors bien sûr on regarde tout ça, on est intéressé, on comprend qu'il y a une demande et on peut créer de la demande aussi, créer un produit, les utilisateurs viendront. On regarde ça de très près. Est-ce que vous regrettez pas un petit peu qu'Apple soit pas un peu plus light sur sa politique au niveau serveur aujourd'hui ? Bon, Apple a la politique qu'il veut, c'est lui qui la fixe. C'est vrai que nous, on préférerait, l'utilisateur en général, nous on est utilisateur de tout ça, on préférerait que l'utilisateur ait le choix, et le choix ce serait effectivement de pouvoir faire tourner macOS client dans une machine virtuelle. Maintenant, Apple n'est pas le seul à mettre ce genre de restrictions. Par exemple, pour Vista, Microsoft a fait des allers-retours plusieurs fois pour autoriser la version Home Edition de Vista dans des machines virtuelles ou non. En fait, je crois qu'il y avait là-dedans beaucoup de politique, surtout, plus qu'autre chose. À savoir que, par exemple, Microsoft n'était pas du tout prêt sur sa solution de virtualisation. Donc, pour nous freiner et freiner l'adoption dans les machines virtuelles de Vista, ils ont mis cette règle en place. Puis finalement, ils ont commencé à avoir un petit peu un truc naissant de virtualisation. Et donc, ils ont réautorisé. Ça a été vraiment un combat chez eux, la main gauche et la main droite de l'entreprise. Ça a été un peu pareil chez Apple. On a eu beaucoup d'allers-retours sur le message. Qu'est-ce qui était exactement autorisé ? Quelles étaient les conditions ? Quelles étaient les restrictions que Apple voulait qu'on implémente dans notre produit. Vraiment, ils vous ont imposé des restrictions produits ? Ils ne nous les ont pas imposées, c'est pas aussi strict que ça, mais disons que nous on n'a pas non plus envie de se mettre Apple à dos, oui. On n'a pas envie de devenir le size star d'Apple, quoi. Je veux dire, Apple est une boîte puissante. Et voilà, ils cherchaient peut-être un peu à protéger aussi leurs produits derrière, que n'importe qui n'installe pas ça sur un PC du marché. Bien sûr, d'un autre côté, c'est aussi une très grande publicité pour eux de montrer que, regardez, ça marche quand même beaucoup mieux et beaucoup plus simplement que Vista, par exemple. Je le dis pas trop fort, on est juste en face du stand de Microsoft, mais il y a beaucoup de Vista. Vous voyez l'idée. Je crois que le message, c'est qu'il y a vraiment 2 façons de voir les choses aujourd'hui.
Bon, Apple a, je trouve, une décision qui n'est pas mauvaise. Déjà, moi, je les remercie d'avoir autorisé serveur. Si ça n'avait pas été le cas, aujourd'hui, on ne ferait pas tourner serveur dans une machine virtuelle. Je trouve que c'est déjà un bon début. C'est un bon début. Je pense que ça va leur permettre de tâter le terrain au niveau virtualisation. Et puis, quand ils vont, peut-être, en imaginant, en espérant que les gens se rendent compte que c'est utile. Déjà, je sais que les développeurs chez Apple nous remercient. J'en ai eu plusieurs qui sont venus me voir. Ils doivent travailler avec maintenant. Ben ouais, c'est ça. Et puis, donc nous, ce qu'on veut, c'est continuer ce support-là. Essayer de supporter la nouvelle version Snow Leopard, tout ce que Apple va faire à partir de maintenant, en espérant qu'Apple ne rende pas sa licence plus stricte, mais au contraire réalise il y a quelque chose à faire ici, on fait de la publicité pour notre OS, ça marche bien, les gens l'utilisent, ils utilisent la virtualisation, ils veulent faire ça. À la fin, c'est aussi simple que si vos utilisateurs veulent quelque chose et que vous ne le sortez pas, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Hein. Donc il faut être... Je crois qu'Apple est une boîte extrêmement pragmatique. Ils ont une attitude qui est un peu show me the money. Hein. Vous leur montrez qu'il y a de l'argent à faire et à partir du moment quand ils ont cette preuve-là, ils y vont. Je ne pense pas que ce soit négatif, je pense que c'est une attitude assez saine pour une boîte. Ça nous gêne en ce moment, c'est vrai, c'est pas idéal, mais je trouve que déjà ils ont fait un bon pas et j'espère qu'ils vont continuer dans cette direction. La virtualisation de macOS 10 Server ne nécessite pas forcément avoir une plateforme macOS 10 Server. Ça aussi, c'est extrêmement important. Hein. Aujourd'hui, on fait tourner macOS 10 Server dans Fusion sur les iMac, là, avec macOS 10 client. On n'a pas besoin d'un Xserve. On n'a pas besoin d'un Xserve pour virtualiser macOS 10 Server. Donc, on prend un iMac, on prend un Mac Pro. Je prends le cas d'une entreprise dans une PME, une PMI, qui peut très bien acheter un Mac Pro. Et virtualiser macOS 10 Server. Il faut que l'utilisateur achète sa licence à côté macOS 10 Server. Hein, bien sûr. Pour les développeurs, je crois, on est facilité pour acheter des licences macOS 10 Server. Une autre chose qu'il faut bien réaliser, c'est que les noyaux de macOS 10 client et macOS 10 Server sont très similaires. Ce qui change, c'est les applications. iLife, par exemple, n'est pas mis par défaut sur macOS 10 Server. C'est pas très utile hein, sur un Xserve. Vous pouvez quand même l'installer. Il y a beaucoup d'applications qui vont marcher tout normalement sur macOS 10 Server. Donc pour les gens qui veulent faire du développement, en réalité, tester leur application dans macOS 10 Server, c'est presque comme la tester sur macOS 10 client. Ça ne remplace pas la dernière phase de test, bien sûr, mais il ne faut pas non plus être paranoïaque. Alors un petit mot aussi sur le fait que la nouvelle version est gratuite pour ceux qui ont acheté évidemment la version précédente. Comment ça se fait ? Pourquoi pas leur avoir refait payer la mise à jour par exemple ? Un grand merci. C'est un grand merci qu'on veut faire à nos early adopters. VMware Fusion 1 est sorti en août 2007. Les 5 premiers mois, 200 000 ventes de VMware Fusion. Donc c'est une manière de remercier tout le monde, tous ceux qui utilisent Fusion aujourd'hui, et de passer de Fusion 1 à Fusion 2 et de montrer ô combien la combinaison macOS et Windows sur un Mac fonctionne super bien, cohabite parfaitement. C'est tout simplement un grand merci. C'est aussi une façon de dire aux gens, vous avez eu raison de nous faire confiance, on est là pour rester, on est sérieux sur cette plateforme Mac et restez avec nous, vous voyez, ça paye. Alors au niveau des ventes, c'est vrai qu'on vous voit en tête sur pas mal de sites, hein, l'Apple Store, Amazon. Vous êtes satisfait de vos ventes ? Vous avez quelques chiffres éventuellement ? Nous sommes très très satisfaits de nos ventes et nos distributeurs aussi, les revendeurs aussi, que ce soit le réseau des revendeurs Apple qui mettent de plus en plus en avant la combinaison Mac plus Fusion, les campagnes qu'on a pu faire aussi avec Apple, Mac at Work, c'est-à-dire le Mac à la maison et pourquoi pas le Mac dans l'entreprise où tout à fait nous sommes présents avec Apple. Alors avant de vous remercier, moi j'avais une petite question. Qu'est-ce que vous pensez de cette Apple Expo cette année ? Parce que vous y étiez là déjà l'année dernière, c'était la première fois. Alors, il n'y a plus Apple. Il n'y a plus Apple, mais néanmoins, on peut remarquer que les personnes qui viennent sur notre stand, et vous pouvez remarquer ô combien nous avons beaucoup de personnes sur notre stand, sont des personnes très très intéressées, qui posent des questions extrêmement pertinentes, qui connaissent très bien la concurrence, nos concurrents, et qui... Pour l'instant, beaucoup de visiteurs, quoi. Beaucoup de visiteurs, mais très très intéressés. Ce n'est pas la promenade du dimanche, un mercredi ou un jeudi. Non. Ils viennent vraiment pour un but précis. Alors vous pensez que l'année prochaine, le salon sera encore là, qu'il sera sur le même thème, ou vous sentez quand même un petit peu évoluer le phénomène ?
On ne sait pas encore, on ne sait pas. Là. Et on n'y pense pas forcément. Non. Ce qu'il fallait avant tout, c'est être présent sur cette Apple Expo et de lancer simultanément Fusion et avoir un stand avec petit clin d'œil à Apple, avec un look à la Apple, une table, un design vraiment épuré, voilà, au maximum, ouvert vers Microsoft, vers Windows. Vous l'avez choisi l'emplacement vers Windows? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Tout à fait. On voulait être près d'Apple et près de Microsoft. Tout à fait. Bah écoutez, on vous remercie beaucoup en tout cas C'est nous. Pour l'accueil que vous avez. Merci. Très bon salon. Très bon salon à vous.